Parler de la prise en charge des voies aériennes. Alors, déjà, pourquoi ça nous intéresse? Il y a des particularités à la fois anatomiques et physiologiques qu'on connaît, qui font que l'enfant n'est pas tout à fait identique au nourrisson, qui n'est pas non plus identique à l'adulte, vous le savez. D'un point de vue des particularités anatomiques, tout concourt chez l'enfant, et notamment chez le plus petit, à obtenir un risque obstructif. Et d'un autre côté, on a des particularités physiologiques qui, elles, pareil, vont toutes concourir par des faibles réserves en oxygène, des grosses consommations en oxygène, à un risque d'hypoxie. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire, nous? De l'anesthésie qui va impacter non seulement la commande ventilatoire, mais également la perméabilité des voies aériennes supérieures, l'activité diaphragmatique, etc., etc. Et tout ça, ça peut nous conduire à l'accident ou en tout cas à la complication respiratoire. Alors ça, c'était la théorie, mais est-ce qu'en pratique, c'est vraiment un risque qui survient en pédiatrie? Je reprends cette étude-là, apricot, 30 000 anesthésies, plus que ça. Vous voyez que chez le nourrisson, on est à plus de 7% d'événements respiratoires graves. Donc, ce n'est pas un mythe. On prend Nectarine cette fois-ci, avec les plus petits, moins de 60 semaines d'âge corrigé. Ici, c'est dans près de 20% des cas qu'il y a dû avoir une intervention thérapeutique pour une complication respiratoire. Ce n'est pas un mythe. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que quand on est entraîné à faire de l'anesthésie pédiatrique et notamment à prendre en charge les voies aériennes de l'enfant, eh bien, il y a moins de complications. Tout simplement parce qu'on l'a dit, le nouveau-né, le nourrisson, l'enfant, tout ça, c'est très, très différent et très différent de l'adulte. Et donc, c'est intéressant et même très important de se former. Alors, pour nous aider un petit peu, on a deux grands référentiels. Le premier référentiel, c'est celui de la SFAR et de l'ADARPEV qui était paru en 2018 et qui est encore tout à fait d'actualité. Et le petit nouveau, c'est celui de la Société européenne qui vient de paraître, mais qui, lui, vous le voyez, s'est concentré sur une population très particulière, à savoir les nouveau-nés et les nourrissons. Et donc pas toujours adapté à notre pratique, nous, au bloc opératoire, parce que fatalement, on va s'intéresser aux prises en charge en salle de naissance, s'intéresser aux prises en charge dans les usines, dans les unités de soins intensifs néonataux. Donc c'est un contexte quand même bien différent de celui qu'on a au bloc opératoire. Alors, somme toute, la première recommandation européenne, c'est de dire qu'il est important de faire un examen clinique et de chercher l'anamnèse. Ça vous paraît évident, mais c'est la base. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur Orliaguet, avant toute chose, ce qu'on veut, c'est prévenir la complication. On ne veut pas qu'elle arrive, en fait. Et pour ça, la première chose, c'est de bien évaluer l'enfant de façon à pouvoir anticiper les risques. Alors, pour évaluer, déjà, il faut les rechercher, ces facteurs de risque. Et ces facteurs de risque de complications respiratoires, on les connaît. C'est, premièrement, l'âge, inférieur à 3 ans et encore plus inférieur à 1 an. Et puis, c'est toute la panoplie des hyperréactivités bronchiques, de l'IAVS, etc., etc. Je ne reviens pas dessus. Les facteurs de risque liés à la chirurgie et les facteurs de risque liés à l'anesthésie, et notamment, on l'a dit, l'expérience de l'équipe qui va prendre en charge le patient. Et puis, vous avez aussi des facteurs de risque d'airway difficiles. Alors là, c'est facile, j'ai envie de te dire, ça se voit. Donc, on ne peut pas franchement dire que l'intubation difficile n'a été pas anticipée. Par contre, le nourrisson, le nouveau-né a fortiori, de base, c'est un facteur de risque d'airway difficile, même quand vous n'avez pas de critères ou de dysmorphie crânio-faciale. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. Et puis, la prévention, ça passe aussi par lutter contre non seulement l'obstruction des voies aériennes supérieures, on l'a vu, le petit enfant, il va avoir tendance très rapidement à s'obstruer, et lutter contre le risque numéro 1, à savoir l'hypoxie. Alors pour ça, la première chose qu'on peut faire, c'est la préoxygénation. On le sait, je vais juste vous le répéter, moins de 1 an, avec 60 secondes, vous allez saturer vos alvéoles. Ce n'est pas pour autant que ça va suffire. On va le voir un petit peu plus loin, mais déjà, si on arrive à faire cette 60 secondes-là, déjà, on sait qu'on a un petit peu optimisé les choses. Et puis, facile, au-delà de 2 ans, 2 minutes, ça nous prolonge l'apnée. Pareil, c'est des choses assez simples. Quand on peut les mettre en œuvre, il faut le faire. Et puis, assurer la liberté des voies aériennes supérieures. Lutter contre l'obstruction. Ça, c'est facile. On a appris à le faire, ou on s'entraîne à le faire en optimisant la position, et puis, bien évidemment, en effectuant les triples manœuvres pour bien ouvrir les voies aériennes, avec l'introduction très précoce de la PEP et
de la ventilation en aide dès la perte de connaissance. Quelque chose sur lequel on n'a pas encore beaucoup de recommandations. On espère avoir des datas un petit peu plus solides pour pouvoir vraiment l'appuyer, mais c'est quelque chose qui fait partie des pratiques courantes quand on prend en charge les voies aériennes de l'enfant. Je vous montre juste ici l'exemple avant la manœuvre, après la manœuvre. Je crois que c'est assez explicite, on voit bien la libération des voies aériennes supérieures qu'on a pu faire juste avec ces trois petites choses, à savoir hyperextension, subluxation et traction sur le menton. Passons maintenant à la nouveauté des recommandations européennes qui nous disent clairement que chez le nouveau-né, il faut avoir recours à une oxygénation apnéique. En d'autres termes, tout à l'heure, on a dit qu'il faut préoxygéner, mais probablement que ce n'est pas suffisant et l'oxygénation apnéique pourrait nous aider. Chez l'enfant, pour eux, chez le nourrisson, pardon, pour eux, eh bien, ça va se baser sur les risques de survenue d'hypoxie, mais également sur vos expériences. Alors peut-être qu'on peut aller un tout petit peu plus loin que ça, parce que regardez, si on regarde cette étude où ils ont juste apporté de l'oxygène au bout de la sonde d'intubation pendant la manœuvre d'instrumentation des voies aériennes supérieures, eh bien, ils ont gagné près de 30 secondes sur le temps avant désaturation, ce qui n'est absolument pas négligeable. Deuxième chose, pareil, on apporte de l'oxygène sur une lame de Miller, c'est l'oxyport Miller, et on voit, vous le voyez ici sur votre droite, du coup, que vous n'avez pas de désaturation sévère dans ce groupe-là, alors que dans le groupe sans oxygène, eh bien, vous avez presque 15% des enfants qui ont des désaturations sévères, c'est en dessous de 85%, c'est pas acceptable. Ici, on se demande comment on le fait. Comment est-ce qu'on apporte cet oxygène pendant les procédures d'instrumentation? Eh bien, lorsqu'on compare l'oxygène haut débit et l'oxygène bas débit, finalement, pas de différence. Le tout, c'est d'apporter de l'oxygène. Je crois que c'est assez simple, du coup, comme message. Et puis, on a cette méta-analyse qui a le mérite quand même d'être parue il n'y a pas longtemps et qui nous dit que, clairement, lorsque l'on apporte de l'oxygène pendant les procédures d'intubation, en tout cas pendant les périodes apnéiques, eh bien, on a plus de succès à la première tentative de laryngoscopie, on a moins de tentatives, du coup, et on a moins d'épisodes d'hypoxie. Donc c'est quelque chose qui doit maintenant rentrer dans nos habitudes, et dès qu'on prend en charge des tout-petits ou des patients qui sont à risque d'hypoxie, eh bien probablement qu'il faut apporter de l'oxygène. Qu'en est-il maintenant de contrôle des voies aériennes supérieures? Les recos SPA ADARPEP de 2018 nous le disaient déjà. Lorsque c'est possible, il faut être le moins invasif possible et donc utiliser un masque laryngé plutôt qu'une sonde d'intubation. Et au passage, quand on met un masque laryngé, on est censé vérifier la pression du ballonnet. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas, à Montpellier, moi, je vois tout le monde contrôler la pression du ballonnet d'une sonde d'intubation. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque sous-cortical. Par contre, la pression du ballonnet du masque laryngé... D'autant plus que si on regarde bien, si vous prenez vos masques laryngés, vous verrez que dessus il y a marqué 60, puisque c'est chez l'adulte, c'est 60. Et puis, bon, ça fait quand même depuis 2018 que les recos sont sortis, mais les masques laryngés taille 1, il y a toujours marqué 60. Donc soyons un petit peu vigilants pour ne pas être traumatiques et rappelons-nous que c'est bien 40 et qu'il faut le contrôler. Ça, c'est juste pour illustrer. Vous voyez que dans cette méta-analyse ici, clairement, la mise en place d'un dispositif supraglottique plutôt que d'une sonde d'intubation diminuait les complications, notamment au moment du réveil. Et ici, on a cette très belle série, moi je la trouve vraiment très jolie. C'est du nourrisson, c'est du tout venant, c'est de l'azarin en bloc opératoire. Et vous voyez que quand on utilise un masque laryngé plutôt qu'une sonde d'intubation, eh bien, on a beaucoup moins de complications respiratoires graves. Ça se passe de commentaires. Lorsque vous avez choisi ou lorsqu'il est nécessaire d'utiliser une sonde d'intubation, il n'y a plus de débat sur cette question-là. Il faut utiliser une sonde à ballonnet, y compris chez le petit. On n'est pas dans un contexte de réanimation, on n'est pas dans un contexte d'intubation pour le très très long cours. Donc en tout cas, c'est la sonde à ballonnet qu'il faut utiliser. Et ça a été confirmé par les recommandations européennes de l'année dernière. Juste un petit rappel, quand on doit gérer les voies aériennes supérieures de l'enfant, on a toujours la taille du dessous et la taille du dessus, c'est super important. Ça aussi, c'est juste au cas où il y en a qui ne se rappelaient pas que quand on fait des amygdales ou des VG, il faut mettre en place une sonde d'intubation, ce sont les recos, et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Un petit mot, je ne vais pas en dire beaucoup parce que Sohail va nous en parler après. Les RFE nous disaient que lorsque l'on voulait améliorer les conditions d'intubation lors d'une induction intraveineuse, il était recommandé d'utiliser un curare. C'était basé sur la méta-analyse
publié justement par l'équipe de Swahil, qui nous montrait que ça pouvait être bénéfique pour améliorer les conditions d'intubation. Eh bien, les recos européennes sont très très claires. Ils recommandent l'usage d'un curare lorsque l'AVS n'est pas nécessaire. S'il fallait le préciser, je ne sais pas, en tout cas, ça l'est. Mais en nous rappelant aussi qu'il faut absolument, lorsqu'on choisit d'utiliser un curare, bien peser le bénéfice-risque de l'utilisation de ce curare. Et juste pour en parler très très rapidement, vous voyez que dans cette dernière revue du GERAP sur les réactions anaphylactiques, ou en tout cas les réponses de sensibilité immédiate, on voit que dans 60% des cas où l'agent incriminé a été identifié, eh bien c'était un curare. Donc peut-être qu'on peut quand même s'interroger. Et encore une fois, si on choisit d'utiliser un curare, bien penser à la place du monitorage et avoir toujours en tête le risque de curarisation résiduelle, le risque de recurarisation. Ça vous paraît évident, mais je suis sûre qu'on n'est pas tous à monitorer nos curares en permanence. Et puis on attend avec impatience ces recos européennes qui sont en cours. Là, elles sont actuellement en train d'être rédigées sur l'utilisation des agents mieux relaxants, spécifiquement en pédiatrie. Passons maintenant à la modalité d'intubation. Eh bien, là, c'est pareil. Les recos européennes introduisent de façon extrêmement claire, lorsque je dois intuber un patient néonatal ou nourrisson, donc moins de 2 ans, 1 an révolu, je dois utiliser un vidéolaryngoscope avec une lame standard. Donc lame standard, c'est Macintosh ou c'est une lame de Miller. Donc toute la tripotée des GlideScope et autres vidéolaryngoscopes à lame hyperangulée doivent arriver dans une position après en tout cas, pas à ce moment-là. Tac. C'est basé sur ça en gros. Si on regarde à gauche de votre écran, les nouveau-nés, situation très particulière, salle de naissance usine, regardez, laryngoscopie directe, c'est moins de 50% de succès à la première tentative. Alors que lorsqu'on utilise un vidéolaryngoscope, on est à 75%. Pareil, en 2023, chez les nouveau-nés, cette Cochrane qui nous montre que clairement, en utilisant un vidéolaryngoscope, on améliore le succès au premier essai et on a moins d'intubation traumatique. Ici, beaucoup plus proche de notre environnement quotidien, bloc opératoire. Nourrisson, donc pareil, chirurgie simple, non cardiaque. Eh bien, on améliore, alors moins considérablement, heureusement, on est quand même plus entraînés, nous, à intuber au quotidien, mais vous voyez qu'il y a quand même une amélioration du taux de succès à la première tentative et surtout, on a divisé par 2 les complications sévères. C'est, à mon avis, pas anodin. Passons maintenant à l'extubation. Là, ça va aller très très vite. On ne sait pas s'il faut extuber endormi ou réveillé. En tout cas, aucune recommandation n'a pu être formulée là-dessus. C'est pareil pour les RFE de 2018, tout comme pour les recommandations européennes qui nous disent qu'il va falloir faire un choix en fonction de notre expérience, des facteurs de risque, des facteurs de complications, etc., etc., etc. Alors juste quand même, le réveil, ce n'est pas anodin. Vous voyez que dans Apricot, plus de 40% des complications respiratoires sévères de type broncholaryngospaste, c'était au réveil, ce n'était pas à l'induction. Donc, on essaie de s'armer pour cette période-là qui est à risque, ce n'est pas le moment de se relâcher, et donc on fait ça de façon réfléchie. Peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles il est quand même plus conseillé d'extuber les patients réveillés, d'autres dans lesquelles il est peut-être plus conseillé d'extuber les patients en anesthésie profonde. Ça reste quelque chose qu'il faut considérer au cas par cas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si c'est endormi, c'est pas max 0,3 ou une fraction expirée de CEVO à 0,6. Si c'est réveillé, c'est réveillé. En tout cas, c'est jamais en stade 2 et c'est toujours en pression positive. On ne débranche pas la sonde d'intubation pour extuber le patient, encore moins en aspirant dedans. Je vais terminer avec un cas particulier, c'est le cas particulier de l'airway difficile. Il nous rappelle dans les recommandations européennes que pour être un petit peu standardisé, pour pouvoir comparer les choses entre elles, on définit l'intubation difficile comme un échec après 2 tentatives par quelqu'un d'expérimenté. Alors, est-ce que c'est fréquent? Je vous présente cette belle cohorte, c'est plus de 7000 intubations chez le nouveau-né. Vous voyez, 2016-2019. Donc, dans 80% des cas, les opérateurs ont pris un laryngoscope direct, une laryngoscopie directe. Eh bien, c'est magnifique. On a 52% de succès à la première tentative. On a surtout plus de 20% d'intubation difficile selon la définition, associé à un taux de complication, vous le voyez, de plus de 20%. Si on regarde, qu'est-ce qui se passe dans nos cohortes de bloc opératoire? Eh bien, dans Apricot, on voit que finalement, intubation difficile, 1% des patients. On se dit, ouais, ça va.
En fait, dans ces 1%, il y en a plus de 57%. Vous voyez, près de 60%, c'est les moins de 1 an. Ceux qu'on a définis comme les patients qui sont de facto à risque d'airway difficile. Et quand on regarde la cohorte des tout-petits, des moins de 60 semaines d'âge corrigé, eh bien là, on est pratiquement à 6% d'intubation difficile. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que chez l'enfant, dans 80% des cas, l'intubation difficile, elle est anticipée. Il y a une dysmorphie crânio-faciale, il y a un syndrome qu'on connaît bien. Chez le nourrisson et le nouveau-né, dans 70%, l'intubation difficile, elle n'est pas anticipée. Donc maintenant qu'on le sait, on va partir du principe que tous les nourrissons sont dans une intubation difficile a priori. Quand on est face à une intubation difficile, ici c'est une cohorte où c'est que des enfants qui sont Cormac 3, 4 ou qui ont des antécédents d'intubation difficile. Si vous utilisez la laryngoscopie directe en première intention, ce sont les petites barres ici. Vous voyez, voilà, vous avez 4% de chance d'intuber votre patient au premier essai. Je vous laisse y penser. En gros, ce qui est sûr, c'est que les RFE nous disaient utilisez un vidéolaryngoscope dès que vous êtes dans une situation d'intubation difficile anticipée ou après échec de la laryngoscopie directe. Pas du tout, alors ça ne marche pas. Et dans les recommandations européennes, ils nous disent qu'effectivement, il faut avoir non seulement le plan A de la vidéolaryngoscopie, mais surtout le plan B, C et D. Donc ici, le bronchorigide, le bronchoflexible et le masque laryngé en cas de ventilation ou d'oxygénation difficile. Et surtout qu'à chaque tentative, on se repose la question de est-ce que j'ai une ventilation adéquate, une oxygénation adéquate, et quelle va être ma prochaine procédure pour essayer de changer de technique à chaque fois ou de changer d'opérateur. Du coup, pour terminer, on l'a bien compris, les voies aériennes supérieures de l'enfant et du nourrisson ne sont pas tout à fait identiques aux autres, elles ont des particularités qu'il faut bien connaître, que les compétences et l'expérience sont fondamentales pour essayer d'avoir des bonnes pratiques et de diminuer la morbimortalité, que la prévention et l'anticipation sont probablement le maître mot, utiliser des masques laryngés à chaque fois que c'est possible, des sondes à ballonner bien évidemment, et puis précocité de l'utilisation du vidéolaryngoscope, on voit que ça améliore grandement les choses. Je vous remercie de votre attention.